Bonjour à tous. Bonjour Monsieur Hébert. Bonjour. Vous êtes docteur et enseignant en classe prépa au lycée Younoussa Bamana. Vous vous intéressez aux littératures de l'imaginaire, aux études de genre et à la décroissance. Des thèmes que vous entrecroisez dans votre thèse, défense de la décroissance, savoir, pouvoir et autorité dans la fantaisie anglophone contemporaine. Aujourd'hui, vous nous présentez une conférence intitulée « I Must Not Tell Lies », contrôle du discours et apprentissage de la rébellion dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Dans ce travail, vous mettez en évidence le rôle pivot d'Harry Potter et l'Ordre du Phénix dans la formation du jeune héros et du lecteur qui l'accompagne. Merci à vous, Monsieur Hébert, et bienvenue dans ce cycle des conférences publiques du CUFR. Je vous laisse maintenant la parole. Merci. Mr. and Mrs. Dursley of number 4, Private Drive, were proud to say that they were perfectly normal. Thank you very much. La phrase qui ouvre les 4000 pages de Harry Potter est issue d'un conformisme à l'anglaise délicieux, pernicieux, étouffant. Comment ne pas avoir des velléités révolutionnaires en découvrant la vie de cet adolescent que les Dursley refusent de laisser sortir du placard, littéralement et métaphoriquement. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. First things first, s'il y a dans la salle des brebis égarées qui ne connaissent que trop vaguement le scénario de Harry Potter, ce résumé est pour vous. Harry, orphelin, est élevé par son oncle et sa tante qui le font dormir dans le placard à balai et lui cachent son identité secrète. C'est un sorcier. À 11 ans, un géant, Hagrid, vient le chercher pour l'emmener à Hogwarts, Poudlard en français, le pensionnat magique. Il apprend qu'il est célèbre pour avoir, tout bébé, provoqué la chute de vous savez qui. Mais le Seigneur Ténébreux cherche à revenir et il faudra à Harry 7 ans pour le vaincre. Chaque tome suit une année scolaire et a sa propre intrigue qui se concentre sur vous savez qui ou ses alliés. Sauf le 5e, Order of the Phoenix, ce qui le rendra particulièrement intéressant pour nous. Il convient également de préciser que nous ne parlerons que des 7 romans originaux de Rowling. Je ne suis pas opposé à une digression occasionnelle sur leur adaptation, mais ils forment un tout cohérent. En revanche, les ajouts qui ont suivi, littéraires, dramatiques ou cinématographiques, ne rentrent pas dans le cadre de cette étude. Nous tenterons de monter la façon dont l'éducation magique de Harry se transforme en véritable apprentissage de la rébellion face aux différentes formes d'autorité excessive. Dans cette optique, il conviendra d'abord de poser le contexte globalement autoritaire des premiers tomes et les désobéissances superficielles qu'il occasionne. Puis nous recentrerons l'étude sur Order of the Phoenix, le 5e tome, véritable tournant de la saga, dans lequel l'avènement d'un nouvel antagoniste donne naissance à une désobéissance politique. Outre la magie, la caractéristique la plus saillante de Harry Potter est sans doute son pensionnat, Hogwarts. Le cliché est que toute une génération de non-lecteurs devenus lecteurs a attendu sa lettre d'admission à 11 ans. Pourtant, l'école de Harry ne satisfait pas pleinement les fantasmes de liberté que la vie chez les Moldus pouvait susciter. Moldus, Muggles, les non-sorciers. Il y a bien sûr cette surabondance de nourriture qui apparaît magiquement sur les tables du banquet et un lit à baldaquin pour remplacer le placard, mais derrière sa façade baroque, Hogwarts est un lieu très ordonné. Les élèves sont aussi confinés. On leur interdit l'accès à certaines zones de Hogwarts, on leur impose un couvre-feu, et la magie est formellement interdite en dehors de l'école, rappelle Jude Chapel. Ce à quoi on pourrait ajouter que la magie est aussi interdite dans les couloirs, et que le concierge a une liste chaque année plus longue d'objets prohibés. Cette volonté de contrôle dépasse le cadre des règles de vie en commun et imprègne en profondeur la nature même de l'enseignement dispensé à Hogwarts. Pour Vandana Saxena, l'éducation y devient un exercice de domination, structuré en termes d'une relation élève-professeur à sens unique, qui s'inspire directement des classiques du genre des boarding school stories, des histoires de pensionnat, telles que Mallory Towers d'Enid Blyton, au milieu du XXe siècle, ou le plus ancien Tom Brown's School Days de Thomas Hughes, au milieu du XIXe. De façon très révélatrice, les sciences humaines correspondent à Hogwarts à la fois aux matières ne comportant pas d'exercice pratique de la magie et aux cours les plus ennuyeux.
Le jugement rendu par Harry sur ses leçons d'histoire de la magie en première année ne sera jamais remis en question. Easily the most boring. Cette adéquation entre la théorie et l'ennui, loin d'être une évidence, relève d'un symptôme. En effet, et contrairement à ce que le cadre scolaire pourrait laisser croire, le lecteur comprend rapidement que ce n'est pas le savoir que l'on fait croître à Hogwarts, mais le pouvoir. En d'autres termes, les élèves apprennent à agir sur le monde sans qu'on leur donne les moyens de l'appréhender, ce qui a pour conséquence de maintenir l'autorité cognitive, mais aussi morale, des professeurs. Paradoxalement, ce sentiment est accentué par la structure même de l'œuvre, qui engendre une confusion entre épreuves narratives et épreuves rituelles, pour reprendre la distinction de Todorov. L'autonomie relative de chaque tome, très marquée pour les deux premiers, moins par la suite, laisse à penser que les épreuves narratives, qui qualifient le héros pour l'épreuve suivante, ou en l'occurrence le tome suivant, sont en réalité des épreuves rituelles, que le héros surpasse en vertu de la grâce qui lui est donnée, parce qu'il est l'élu, the chosen one. Ainsi, à la fin de Philosopher's Stone, Harry triomphe de Voldemort grâce à la protection reçue de sa mère, puis affronte une autre incarnation du même ennemi dans Chamber of Secrets, vaincu grâce au Deus Ex Machina que représente l'épée de Gryffondor remise par le Phénix. L'événement est explicitement interprété comme une onction par Dumbledore. Only a true Gryffindor could have pulled that out of the hat. L'apparente discontinuité entre les premiers tomes, ainsi que les conditions de la victoire de Harry, contribue à part égale à saper la notion d'apprentissage et même de croissance héroïque. En effet, ce contexte autoritaire ne peut être détaché du statut particulier de notre héros. Il convient donc d'analyser plus en détail le lien entre notre élu prophétique et l'autorité. Un des enjeux principaux de Order of the Phoenix est précisément d'accéder à cette prophétie originelle qui a décidé, vous savez qui, à attaquer Harry et à assassiner ses parents. La conséquence visible de cette attaque manquée, la marque du Seigneur ténébré que Harry porte au front, lui confère un statut privilégié parmi les sorciers. On pense par exemple à l'indulgence du ministre de la Magie dans Prisoner of Azkaban. Farah Mendelssohn, l'auteur visionnaire de Rhetorics of Fantasy, remarque que cette prophétie, avant même d'être révélée explicitement, est utilisée pour justifier non seulement la réussite du héros, mais aussi la hiérarchie intradiégétique. Conséquence de cette causalité, vous savez qui doit nier la survie prédestinée de Harry s'il veut saper son autorité. Le duel final est ainsi suspendu à un débat sur la chance et la prédestination. Pour le Seigneur ténébreux, Harry ne doit sa survie qu'à Dumbledore et à une série de hasards. Sans nier l'importance des machinations de son professeur, le héros s'élève vivement contre la notion même de hasard, comme le montre l'anapho du mot « accident » dans sa réponse. Accident, was it, when my mother died to save me? Accident, when I decided to fight in that graveyard? Accident, that I didn't defend myself tonight, and still survived and returned to fight again? Notons en outre que les verbes qu'utilise Harry ici sont des verbes qui soulignent l'agence du sujet. I decided insiste ainsi sur le choix de combattre. De plus, alors que la réaction instinctive de tout être vivant est de se défendre, dans ce dernier tome, Harry ne le fait pas. Paradoxalement, la négation « didn't defend » met donc l'emphase sur le choix du sujet et confirme son statut d'agent. De même, la passivité du verbe « to die » est corrigée par la construction « to die to » suivi de l'infinitif. Mourir pour quelque chose marque le but et la volonté. À la notion de hasard, Harry oppose donc le choix individuel. Or, ce qui est activé en parallèle, sous couvert de cette discussion, c'est la notion de planification. Une planification qui ne peut être attribuée pleinement à Dumbledore. Harry et vous savez qui sont d'accord sur l'échec de son plan. L'importance donnée à la prophétie force le lecteur à l'interpréter comme une forme de prédestination. Mais on notera que Harry ne cherche pas de responsable derrière cet enchaînement trop parfait pour être fortuit. Cette absence de questionnement est à mettre en relation avec l'absence presque totale de religion dans la diégèse. En conséquence, Harry ne peut désigner ouvertement la prédestination, qu'il a pourtant conduit jusque-là. Même s'il en bénéficie, son incapacité à reconnaître verbalement cette action signifie que Harry ne peut pas profiter pleinement de son autorité prophétique. L'importance donnée aux prophéties devrait nous alerter sur l'autorité du Verbe sous toutes ses formes. Harry Potter relève principalement, pas exclusivement,
de ce que Farah Mandelson appelle la rhétorique du portail-quête. C'est-à-dire que le protagoniste est conduit à quitter son environnement naturel au passage d'un portail, pour lui le quai 9/3. Ce portail le transporte dans un environnement fantastique. La conséquence est une phase de défamiliarisation dans laquelle le protagoniste perd sa position de maîtrise sur son environnement. En réaction, et pour rétablir son contrôle, le personnage doit traverser une phase d'apprentissage rendue nécessaire par la suppression de ses repères. La forme de l'œuvre, le portail-quête, intuite donc une dépendance cognitive vis-à-vis d'un ou de plusieurs guides. À des échelles différentes, le système des maisons de Hogwarts et la famille Weasley, dont tous les membres appartiennent à la même maison, schématisent un cercle de confiance, de telle sorte que Harry reçoit ses informations presque exclusivement de guides appartenant ou ayant appartenu à Gryffindor. Sorti de ce cercle de confiance, la relation d'autorité devient rapidement problématique. Ainsi, Harry ne peut recevoir la connaissance de Snape, Rogue en français, car leur engagement émotionnel à tous deux s'inscrit en faux contre cette structure, et ce, dès le premier tome. Le refus de Snape de reconnaître l'autorité de Harry en tant que héros prophétique sape paradoxalement les bases de sa propre autorité en tant que guide. Par conséquent, dans le 6e tome, Harry apprend avec avidité à la lecture du journal anonyme de Snape ce que lui aurait pu apprendre 5 ans plus tôt en cours de potions magiques. On notera d'ailleurs que l'utilisation d'un objet comme guide vers le monde, qui s'affranchit de ce système de confiance, est systématiquement une source d'erreur pour Harry. Hermione diffère en cela de son amie puisqu'elle accepte d'apprendre auprès de sources d'autorité variées. Autorité charismatique de Harry qu'elle choisit comme professeur de défense contre les forces du mal, et autorité institutionnelle du personnel de Hogwarts. Le guide n'est pourtant pas toujours présent, en particulier pour le dénouement de l'intrigue. Cela s'explique tout d'abord par des raisons narratives, qui nécessitent une victoire du héros et non pas une victoire de son guide. Le protagoniste regagne donc un degré d'indépendance lorsqu'il a acquis des connaissances suffisantes pour affronter son épreuve finale. Cependant, cette absence n'induit absolument pas une remise en question de l'autorité du guide. Ainsi, Harry continue d'accorder pleine confiance à l'autorité interprétative de Dumbledore après sa mort, tout comme Snape, qui prend ses ordres directement du portrait de l'ancien directeur. Il ressort de cette étude que les connaissances du héros et du lecteur qui l'accompagne dépendent d'une structure autoritaire, et ce, malgré les restrictions de façade, telles qu'un dédain affiché pour la superstition. L'émancipation du protagoniste n'y est rendue possible qu'en lien avec une zone d'immersion, un terrain familier. Nous y reviendrons. Nous l'avons dit déjà, en réaction à l'enfance brimée de Harry chez les Dursley, le lecteur attend du monde fantastique qu'il soit une libération, pas un nouvel ensemble de contraintes comme nous l'avons décrit. À titre d'exemple, lors du banquet de début d'année dans Philosopher's Stone, Dumbledore fait 4 annonces. La forêt est interdite, la magie est interdite dans les couloirs, les équipes de Quidditch recrutent, et le couloir du 3e étage à droite est également interdit d'accès, sous peine de mort. Ces annonces construisent l'horizon des attentes du lecteur qui entrevoit déjà la carrière sportive de Harry et la triple transgression à venir. Surprise, surprise, à la fin de la première année, notre héros aura coché toutes les cases et rassuré ainsi le lecteur sur sa capacité à lire correctement le texte. Severus Snape, beaucoup plus lucide que Dumbledore sur de nombreux points, résume très bien la situation lorsqu'il parle de la détermination de Harry à enfreindre les règles. Vandana Saxena justifie cette, je cite, soi-disant rébellion comme un cheminement vers une compréhension supérieure, nécessaire à la construction de l'adolescent. Cette remarque est d'autant plus juste que les figures paternelles offertes à Harry sont caractérisées par un certain dédain pour le règlement. Que l'on pense à Hagrid et son bébé dragon, à Mr. Weasley qui rédige des lois de façon à laisser son bricolage technico-magique dans un vide législatif, ou bien sûr à James Potter, dont Harry est le portrait craché, même s'il a les yeux de sa mère. Tous ces adultes sont des modèles particulièrement positifs, même si, à l'instar de son parrain Sirius Black, le père de Harry cache une part moins reluisante dans son adolescente. On pourrait arguer que ce sont des transgressions mineures qui affirment son individualité en pimentant l'intrigue et ne remettent jamais en cause le système scolaire ou social. Mais cette interprétation reste insuffisante face à l'exemple d'autres romans de fantasy. Lorsque Ged utilise un sortilège inconnu dans Earthsea, Terre-Mère, le doyen de l'école sacrifie sa vie pour restaurer l'ordre.
et lorsque Quentin Coldwater distrait son professeur dans The Magicians, une créature interdimensionnelle dévore sa camarade. C'est qu'il faut aller chercher la réponse dans un autre genre littéraire, celui des boarding school stories. Il s'agit en fait d'un schéma assez classique des écoles progressistes fictives du XIXe siècle, dans lesquelles, pour le dire avec Beverly Lyon Clark, l'auteur cherche à faire croître l'agence des enfants à condition qu'ils restent soumis à l'autorité morale des adultes. On comprend mieux alors que Harry apprend, avec beaucoup d'aisance, à désobéir à la lettre du règlement sans en enfreindre l'esprit, et même dans le but explicite de respecter cet esprit. Ainsi, lorsqu'il décide de trouver la pierre philosophale avant le complice de vous savez qui, il reçoit l'approbation de Hermione. Hermione, Little Miss Perfect, qui a déclaré qu'être expulsé de Hogwarts était pire que la mort. Si elle approuve, qui pourrait le condamner? Certainement pas Dumbledore, qui va au contraire récompenser Harry publiquement pour ses choix. La mise en scène dramatique de la remise des points à la dernière minute, qui renverse radicalement le résultat du classement annuel des maisons, signifie clairement à tous que les transgressions de Harry ne sont pas uniquement tolérées, mais bien soutenues sans abâge par les autorités scolaires. Ce schéma est répété dans Chamber of Secrets, plus discrètement, et même dans Order of the Phoenix. Partant de là, peut-on encore parler de désobéissance? Pourtant, malgré les points accordés par McGonagall après l'expédition au ministère, Order of the Phoenix marque un tournant, car la mort de Sirius Black est directement imputable au choix de Harry. Cette dualité entre une récompense purement artificielle, les points, et des conséquences tragiques, s'inscrit dans un contexte institutionnel bouleversé. Outre sa longueur sans doute excessive, The Order of the Phoenix se démarque des autres tomes par l'antagoniste principal de Harry et consorts. Pour rappel, et malgré son obsession pour son professeur de potions, Harry Potter affronte successivement Quirrell, qui cache le visage reptilien de vous savez qui à l'arrière de sa tête, le basilic, serpent géant contrôlé par le journal intime de vous savez qui, Peter Pettigrew, sorcier à la solde de vous savez qui a volontairement passé les 12 dernières années sous la forme d'un rat, un mange-mort sous l'apparence boiteuse et scarifiée du vétéran Mad-Eye Moody, sans compter vous savez qui en personne, qui n'a plus grand-chose d'humain, et son serpent Nagini. Dans le 5e tome, en revanche, et malgré la bataille rangée contre les mange-morts et leurs seigneurs ténébreux, le haut du pavé est tenu par le ministre de la magie, Cornelius Fudge, mou comme son nom, coiffé de son chapeau melon, et surtout, Dolores Umbridge. Petite sorcière vêtue d'un cardigan rose, à la voix doucereuse et minaudante, qui se fera fièrement nommer Grande Inquisitrice de Hogwarts. Alors que le camp de vous savez qui est généralement décrit en termes physiques qui relèvent d'une monstruosité fantastique assez classique, le ministère de la magie, gouvernement sorcier à la légitimité démocratique, est composé de membres à l'apparence volontairement banale, voire débonnaire. Girlish est l'adjectif le plus répété pour décrire la voix d'Umbridge, suivi de high ou high-pitched et sweet, falsely sweet. Cet ennemi d'un genre nouveau se caractérise par des méthodes bien différentes et le discours, au perché, se mue en véritable champ de bataille pour le contrôle d'une vérité nominale. Le volume s'ouvre précisément sur cette bataille sournoise. Harry tente de suivre les journaux télévisés moldus en cachette de son oncle. Une couche de plus, inconsciente mais réelle, dans cette lutte pour le contrôle de l'information. Il ne s'intéresse ni aux essais nucléaires français dans le Pacifique, nous sommes théoriquement en 1995, ni au Moyen-Orient, mais cherche à obtenir des nouvelles du monde sorcier. Précisons que la démarche n'est pas absurde. Dans Prisoner of Azkaban, la cavale de Sirius Black fait la une des journaux moldus, dans un bel exemple de coopération entre le Premier ministre britannique et l'autre ministre. Harry s'intéresse principalement aux gros titres, convaincu que toute catastrophe due au mange-mort serait prioritaire. Rien. Les bagagistes espagnols sont en grève, son cousin prend le thé, et les lettres de ses amis sont vides. Faut-il le rappeler? Harry n'est pas le couteau le plus affûté du tiroir. Il sait que Dudley, son cousin, ment à ses parents. Il sait que son oncle ment aux voisins. Il sait que Ron et Hermione lui cachent quelque chose. Mais il fait confiance aux médias.
En étant généreux, on pourrait se contenter de qualifier son attitude de naïve. Mais l'attitude désagréable de Harry dans le tome 5 n'incite pas à la générosité. La vérité, c'est qu'il se trouve au cœur d'un empilement de mensonges, que l'attitude bornée du ministre à la fin de Prisoner of Azkaban, puis négationniste dans Goblet of Fire, devrait l'inciter à plus de méfiance. Tout habitué qu'il est à recevoir l'information sur le monde prédigéré par ses guides, Harry n'est tout simplement pas équipé pour faire preuve de discernement dans le monde des fake news. Ce n'est qu'avec les explications avisées de Hermione sur le Daily Prophet qu'il comprend l'enjeu que représente le contrôle de la presse. Le thème n'est pourtant pas neuf. Une des intrigues mineures du tome précédent tourne précisément autour du personnage de Rita Skeeter, la journaliste à scandale qui diffame Hermione, expose Hagrid à la vindicte des racistes anti-géants et présente Harry tour à tour comme un héros tragique ou un déséquilibré narcissique. C'est que toute l'expérience de Harry l'a conditionné à ne penser l'affrontement contre le mal qu'en termes individuels, jusqu'à son duel singulier contre vous savez qui, pourtant entouré de ses sbires, dans Goblet of Fire. Rita a été neutralisée par Hermione. Il pense donc que le problème est résolu. Or, dans Order of the Phoenix, il est pour la première fois confronté à une menace institutionnelle et à une campagne de dénigrement organisée. Celle-ci se concentre sur Harry, seul témoin du retour de vous savez qui, dont la parole doit être décrédibilisée, ainsi que sur Dumbledore, figure légendaire de la lutte contre le Seigneur ténébreux, the only one he ever feared, qui est progressivement démis de ses fonctions publiques. Supreme Wangwamp of the International Confederation of Wizards, Chief Warlock of the Wizengamot, ce qui correspond peu ou prou à la présidence de l'ONU et président de la Cour suprême. Et bien sûr, directeur de Hogwarts, l'unique institution scolaire pour sorciers de Grande-Bretagne. De façon typique, toute personne qui cherche à les défendre est aussitôt décrédibilisée, non pas sur son discours, certainement pas par un débat rationnel et argumenté, mais par des voies détournées. Le procédé est probablement plus efficace qu'une censure pure et simple, puisqu'il autorise une partie du discours d'opposition en l'encadrant strictement. Ainsi, lorsque les juges suprêmes démissionnent en signe de protestation, ils sont cités dans le Daily Prophet. This is a further disgusting attempt to discredit Albus Dumbledore. Le message est clair, mais fait la part belle à la subjectivité de la locutrice. Disgusting. Et il est suivi d'un renvoi sur un article complet qui aborde les liens supposés de la personne citée avec des groupes subversifs de gobelins. Passons sur le fait que les gobelins, maintenus dans une situation d'infériorité sociale par les lois spécistes, ont probablement des raisons légitimes d'organiser des groupes subversifs. De même, le soutien affiché de Luna Lovegood, Loony, à Harry, est représenté comme gênant, voire contre-productif, puisqu'elle défend à la fois la version des faits du protagoniste et l'existence de créatures farfelues, telles que les ronflaques cornus. Gardons le débat sur les ronflaques cornus pour une autre fois, il y aurait trop à dire, et contentons-nous de relever le réflexe de Hermione, qui la discrédite avec dédain sur la base de rumeurs. Apparently, she'll only believe the things as long as there's no proof at all. Et de son ascendance. Her father runs the Quibbler. Preuve s'il en fallait que dans les eaux cognitives troubles de ce 5e tome, personne n'est exempt de subjectivité, voire de préjugés. Dans le cas spécifique de Harry, cette campagne de dénigrement prend une toute autre dimension, puisque le lecteur dispose de beaucoup plus d'informations de référence. La réaction de deux personnages en particulier nous permet de mieux comprendre la nature du contrôle que le ministère a sur la vérité officielle et la vérité acceptée. Seamus, son camarade de chambre depuis leur arrivée à Hogwarts, est incapable de former un jugement sur la base de leurs 4 années de vie commune, ce qui est tout aussi crédible qu'effrayant. De même, Seamus n'envisage pas que le limogeage de Dumbledore puisse avoir des raisons politiques. Au contraire, tout fonctionne comme si la conséquence était sa propre justification. Dumbledore doit effectivement perdre la boule, puisqu'il a été démis parce qu'il perd la boule. Et comme Dumbledore soutient Harry, la réputation de ce dernier en pâtit également. Le cercle de confiance qui aidait Harry à choisir ses guides se retourne contre lui. Le frère de Ron, Percy Weasley, incarne ce suivisme idéologique au plus haut point. En effet, il écrit une lettre à son frère, Ron, le meilleur Harry de Harry,
pour le mettre en garde et l'encourager à la délation. Il avance que Harry serait déséquilibré et violent, ce qui correspond à la propagande du Daily Prophet. De plus, il affirme que Harry a échappé aux accusations dont il faisait l'objet en raison d'un vice de procédure, a mere technicality. Ces deux arguments étalent au grand jour un décalage radical entre la réalité empirique et le discours. En effet, Percy a fréquenté Harry pendant 4 ans, au sein du dortoir des Gryffindors, mais aussi chez lui, pendant les vacances. Harry a sauvé son frère et sa sœur de la mort, et ils se connaissent intimement. Pourtant, il va croire ces allégations, et rien ne laisse vraiment supposer qu'il feigne de croire par opportunisme. Il va les croire uniquement sur la parole arbitraire de personnes qui ne le fréquentent pas. Quant au procès, Percy y a assisté en personne, mais en refuse le résultat. Ni la réalité empirique, ni la logique n'ont de poids face à l'emprise de l'idéologie sur sa vision du monde. On aboutit à une situation orwellienne où Harry doit écrire, ligne après ligne, dans sa chair et avec son sang, « I must not tell lies, I must not tell lies, je ne dois pas mentir », comme si la répétition ad nauseam et l'application d'étiquettes arbitraires suffisaient à changer la réalité. Paradoxalement, c'est le journal farfelu, et parfois même conspirationniste, de Quibbler, qui ressort de cette tension comme le dernier retranchement de la vérité, pour la simple raison qu'il échappe au gouvernement. Et, ironie suprême, l'interview qui publie Harry est rédigée par Rita Skeeter. Le contrôle du discours ne pouvant être parfait, le ministère de la Magie y associe un appareil législatif dévoyé au service du contrôle de la population et du châtiment des opposants. Avant même la prise de pouvoir de vous savez qui, le gouvernement soi-disant légitime de Fudge prend des allures de dictature. Il serait trop facile de ramener le comportement d'Umbridge envers Henry comme l'excès d'une personne perpétré à huis clos. Ce serait oublier que l'intrigue de ce tome 5 débute par un balayage institutionnel de l'état de droit. Après avoir échappé aux détraqueurs, des Mentors, illégalement envoyés par Umbridge, Harry reçoit une véritable lettre de cachet qui lui annonce son expulsion de Hogwarts et la destruction imminente de sa baguette par des fonctionnaires d'État. Arrêtons-nous un instant sur le contexte de cette lettre que Harry reçoit quelques minutes seulement après les faits. Le contrôle effectué sur les jeunes sorciers est tel qu'à 21h23 en plein été, le ministère a été averti, a décidé d'une sanction, a envoyé une lettre pour en avertir le coupable et a préparé la venue imminente de plusieurs agents pour appliquer la sanction. Tout cela sans prise en compte d'aucun facteur atténuant, la présence des 2 détraqueurs, et sans procès. Le procès étant prévu à une date ultérieure pour déterminer une peine supplémentaire. Il faut encore souligner l'importance de la peine prononcée. Hogwarts étant la seule institution scolaire pour sorciers de Grande-Bretagne et d'Irlande, expulser un enfant, c'est le priver de toute éducation magique. De même, la destruction de la baguette prive le coupable supposé de son outil magique. Ainsi, la structure de contrôle punit ceux qui la défient en les coupant de l'accès au savoir et en mutilant leur pouvoir. Ce qui fait de cette société une dystopie, outre le déni de justice, c'est que l'énergie magique et humaine dépensée, au moins 3 fonctionnaires sont impliqués, se concentre uniquement sur la présomption de culpabilité de ses citoyens. L'heure et les modalités de l'action sont très précises, mais négligent leur bien-être. Dans ce tome, Order of the Phoenix, le gouvernement tente de reproduire ce paradigme à l'échelle de Hogwarts, de manière à contrôler les élèves et à reproduire le statu quo social aux dépens de leur éducation, et en particulier du développement de leur esprit critique. Wizards much older and cleverer than you have devised a new program of study, déclare Umbridge. J'insiste. Ce que met en scène Rowling, ce n'est pas la folie autoritaire d'une personne, puisque chaque décision d'Umbridge est accompagnée d'un décret ministériel, mais bien l'incapacité de l'institution à défendre ses principes. En effet, la tentative de contrôle du discours est combinée avec une attaque en règle contre le droit de réunion. Tout rassemblement régulier de 3 élèves ou plus est donc interdit. Educational Decree No. 24. Il y en aura d'autres. C'est un cas d'école, pun intended, du totalitarisme tel que le définit Hannah Arendt.
L'isolement d'individus atomisés fournit la base du gouvernement totalitaire. Le but express est d'empêcher la résistance en étouffant dans l'œuf toute forme de solidarité et ainsi, les décrets succédant aux décrets, d'amener chaque aspect de la vie de Hogwarts sous son contrôle personnel, comme le dénonce le narrateur. Dans ce contexte, l'opposition au décret d'Umbridge relève donc d'une importance politique et morale immense, comme le souligne Shira Wolowski. Si l'on accepte l'argument de Cantrell, qui voit dans le règne d'Umbridge une représentation foucaldienne de l'école comme institution de régulation ayant pour but la création de corps dociles, il n'y a pas à s'étonner que Order of the Phoenix et le changement de directeur à Hogwarts marquent la fin de l'éducation magique de Harry. Je vous entends déjà. Harry n'apprend à transplaner que dans le dernier tome. Mais l'objectif pédagogique principal de sa 5e année, apprendre à résister aux intrusions mentales de vous savez qui, n'est jamais atteint. Et Dumbledore de lui dire que cela n'a pas d'importance, alors que Sirius en meurt. En fait, le dernier sort de la panoplie de Harry, Accio, a rejoint Expecto Patronum Protego et sa signature, Expelliarmus, dans le tome 4. Je caricature, et il y a bien sûr des exceptions, mais aucune n'est véritablement satisfaisante. Sectum Sempra ? Le sort est appris en autonomie dans le manuel du prince de Sang-Mêlé, et Harry le renie lorsqu'il découvre qu'il s'agit de magie noire. Crucio et Imperio, les sorts impardonnables ? La théorie est apprise avec Madaille dans le Goblet of Fire, le tome précédent, et la mise en pratique se fait aussi en autonomie. Cependant, il ne faut pas être surpris que l'éducation magique de Harry, qui devait durer 7 ans, s'arrête aussitôt. En effet, comme le souligne Farrah Mendelssohn dans Crowning the King, la structure romanesque centrée sur l'année scolaire est un leurre, et les véritables succès de Harry dépendent plus souvent de son talent que de ses capacités d'apprentissage. J'irai même plus loin. À mon sens, il y a une résistance de la part de Harry face à l'apprentissage de la culture sorcière. Nous avons parlé plus tôt d'une rhétorique du portail-quête, dans lequel le héros subit une défamiliarisation. Mais cet état devrait être temporaire. Il ne devrait pas durer 7 ans. Alors que par bien des aspects, Harry demeure un étranger vis-à-vis de la communauté magique jusque dans le dernier tome. Cette résilience de sa position cognitive comporte cependant des avantages. Ainsi, pour Isabelle Cany, c'est justement parce qu'il est issu d'une famille moldue et amené à découvrir, comme le lecteur, le monde des sorciers, qu'il peut porter un regard neuf sur ce qui se passe et combattre le mal avec une efficacité particulière. Cependant, Harry n'est pas le narrateur des lettres persanes, et son regard neuf ne se traduit pas nécessairement par une indignation intellectuelle, ni a fortiori par des conséquences concrètes, combattre le mal avec une efficacité particulière. On le voit très bien en ce qui concerne le traitement des minorités, par exemple. Ainsi, lors du dégnomage du jardin des Weasley, Harry est initialement choqué, on jette les gnomes, mais il apprend vite, je cite, à ne pas avoir pitié des gnomes. Malgré cet ajustement moral, auquel il se soumet peut-être trop facilement, Harry reste ignorant de la culture de ses parents sur de nombreux points. La trace qui aide à contrôler les jeunes sorciers et les contes enfantins doivent lui être expliqués par des sorciers de souche, ce qu'il est censé être lui-même. Et c'est là qu'intervient Hermione. En effet, sa démarche d'apprentissage lui permet de s'écarter du discours dominant, car elle suit un mouvement inverse à celui de Harry. Elle commence par une source de savoir qui fait autorité, c'est-à-dire pour Hermione un livre plutôt qu'un professeur, avant de s'en éloigner, si nécessaire, sur la base de ses propres constats empiriques et de sa morale. Elle adapte donc une attitude critique vis-à-vis de ses sources d'information, ce qui fait d'elle le centre éthique des romans, et ce, dès le 4e tome. It's all in Hogwarts a history. Though of course that book's not entirely reliable. A revised history of Hogwarts would be a more accurate title. Or a highly biased and selective history of Hogwarts which glosses over the nastier aspects of the school. Le champ lexical de l'objectivité et de la subjectivité sature ce passage, avec les adjectifs not reliable, revised, biased, selective et même more accurate. Hermione pointe ici du doigt l'absence des elfes de maison dans le discours dominant des sorciers,
En effet, le traitement des minorités dans Harry Potter doit se faire en immersion et ne peut dépendre de l'autorité des guides. Le constat de Hermione est qu'à l'exception des elfes de Hogwarts, qu'à ce stade du récit elle n'a pas encore rencontré, tous les elfes de maison dont elle croise le chemin sont malheureux. Ce constat psychologique effectué par le personnage est confirmé par le lecteur en raison du champ lexical du pathos qui caractérise ses rencontres avec les elfes. Là où l'histoire de Dobby dans Chamber of Secrets crée un lien entre cette situation et les mages noirs, Lucius Malfoy était un ancien mange-mort et responsable de l'ouverture de la Chambre des Secrets, Winky, dans The Goblet of Fire, est au service d'un opposant farouche de Voldemort, et Kreacher, dans Order of the Phoenix, appartient au parrain de Harry, puis à Harry lui-même. Malgré les positions variées de leurs maîtres sur le spectre moral, ces trois elfes ont en commun de devoir leur malheur à leurs propriétaires. L'indignation morale de Hermione face à l'exploitation de ces créatures conscientes la pousse à s'opposer frontalement au discours des guides, dont Hagrid, lui-même issu d'une minorité puisqu'il est d'origine géante. Alors qu'il représente l'autorité en matière de créatures magiques et qu'il est moralement fiable par ailleurs, Hermione refuse de se soumettre à son discours paternaliste. It's in their nature to look after humans. That's what they like, see? Dans ce cas, l'attitude de Hermione face au savoir la rapproche donc de la fantaisie d'immersion, ce qui la rend plus apte à résister aux visées totalitaires d'Umbridge, qu'elle identifie dès son discours de début d'année. C'est donc naturellement d'elle que vient l'idée de prendre en main leur éducation. Même si le désir de Hermione de créer un club d'études prend sa source directe dans l'attitude d'Umbridge et dans un refus catégorique de la dichotomie que celle-ci tente d'imposer entre l'école et le monde réel, « This is school, Mr. Potter, not the real world ». Étant donné qu'elle enseigne dans une école magique, on pourrait tenter de lui concéder ce point. « Not the real world ». Mais heureusement pour l'intrigue, Hermione est plus exigeante. Son action est une remise en cause d'un système scolaire qui impose un enseignement vertical, sans pour autant mettre au sommet de cette hiérarchie des personnes compétentes. En effet, sur 5 professeurs de défense contre les forces du mal, un par an, seuls 2 étaient compétents en termes pédagogiques et disciplinaires. De plus, 4 d'entre eux ont agressé Harry physiquement. Et le 5e, Lupin, a failli le dévorer. La solution proposée par Hermione est donc de déboulonner la hiérarchie scolaire et de prendre en main leur propre éducation en désignant un modèle, un professeur choisi par le groupe d'élèves auto-formés, ce qui constitue une expérience tout droit issue de Paulo Freire et de sa pédagogie des opprimés. C'est ainsi que se forme l'armée de Dumbledore, qui, malgré son nom trompeur, construit l'éducation des élèves volontaires autour de la personne héroïque de l'un d'entre eux, Harry, et non pas autour de leur professeur favori. Face aux défaillances du système officiel, cette association spontanée devient garante de leur réussite. En parallèle du cadre scolaire, l'intrigue principale voit se mettre en place l'organisation secrète qui donne son nom au 5e volume, et qui est, elle aussi, plus fiable que le gouvernement. C'est-à-dire plus fiable que l'institution qui a la charge officielle de leur mission, la lutte contre vous savez qui. Alors que Christopher Wigley voudrait que Harry Potter ne puisse pas être lu comme un pamphlet contre un gouvernement en particulier, et qu'il affirme qu'il n'y a aucun message politique clair dans l'œuvre de Rowling, il nous semble au contraire que cette défiance envers le gouvernement constitue un message politique très clair à une institution incompétente, préoccupée par sa seule survie et qui abuse de son autorité. L'auteur oppose des associations de citoyens regroupés autour de l'autorité charismatique de leur héros, qui lui n'accepte cette charge qu'avec réticence. Soulignons que ce positionnement du héros comme rempart contre un gouvernement dystopique comporte tout de même le germe d'un paradoxe. En effet, à l'échelle individuelle, le héros, surtout le héros magique, possède les mêmes caractéristiques que le gouvernement, à savoir un pouvoir et une autorité trop importants, voire démesurés. Malgré le contraste flagrant entre l'armée de Dumbledore et les farces habituelles des jumeaux Weasley, il convient de rappeler qu'eux-mêmes évoluent radicalement. Depuis Goblet of Fire, ils expérimentent sur la magie et ont de facto pris en main leur éducation, restant à Hogwarts pour des raisons sociales et pour des études de marché sur leurs camarades, de toute façon,
Il n'est donc pas surprenant qu'il pousse cette logique jusqu'au bout et quitte Hogwarts un an avant Harry. Ce faisant, il débute l'insurrection anti-ministérielle et préfigure la résistance écolière à vous savez qui dans Deathly Hallows. Bien que la forme de leur action reste similaire, il n'est plus possible de parler de simple farce, car l'intention est explicitement engagée. Les jumeaux sont déterminés à faire leur part pour Dumbledore, et déclarent avec un sens de la nuance surprenant qu'ils n'ont plus peur d'avoir des problèmes. Si les accents révolutionnaires d'une telle déclaration ne sont pas évidents, on peut la comparer à l'ouverture du Mistborn de Brandon Sanderson, où le protagoniste annonce aux esclaves qui cherchent absolument à éviter les problèmes qu'il est venu précisément pour en créer. Cependant, l'armée de Dumbledore constitue bien pour tous ses membres, et pas uniquement pour les jumeaux, ou le trio Harry, Ron, Hermione, une première expérience de la rébellion en tant qu'acte communautaire. En effet, il ne s'agit plus de l'affrontement entre un héros, fût-il loin par une prophétie, et un seigneur ténébreux, mais bien d'une action collective contre l'oppression d'un groupe organisé, quand bien même serait-il arrivé au pouvoir de façon légitime. Ainsi, cette rébellion acquiert une dimension politique, qui change la teneur de la lutte morale et même mystique entre Harry et vous savez qui. Le dernier tome, Deathly Hallows, tente de conserver cet équilibre, avec plus ou moins de succès. En effet, le souffle messianique qui empreint le sacrifice et la résurrection de Harry ne doit pas occulter les fruits persistants de Order of the Phoenix. Même si le ministère de la magie a subi un putsch, vous savez qui en est absent. Et la plupart des bureaucrates sont les mêmes. Du pro-moldu notoire Mr. Weasley à Umbridge en personne, l'antagoniste conserve donc cette caractéristique institutionnelle. Parallèlement, l'armée de Dumbledore continue sans Harry, Ron ni Hermione, parachevant ainsi l'expérience grâce à des marginaux sociaux et académiques comme Luna Lovegood et Neville Longbottom, qui trouvent la place de vivre leurs propres compétences de rebelles et de héros. Trouve ENT. Harry Potter and the Deathly Hallows, le dernier tome, est sorti il y a 15 ans. Nos élèves étaient à peine nés. Pourtant, j'espère que Harry pourra encore faire sa magie, transformer les non-lecteurs en lecteurs, et peut-être, juste peut-être, leur apprendre qu'à l'époque des fake news, comme sous la botte d'Umbridge, c'est ensemble qu'ils peuvent faire face. Merci.